Avada Kedavra est-il vraiment le sortilège ultime? Existe-t-il d'autres formes de magie plus puissantes que la mort? Quel est le sortilège le plus puissant de tous? Dans Harry Potter, la magie sert à tout, ou presque. Certains sortilèges s'utilisent au quotidien pour accomplir des tâches basiques ou simplement se faciliter la vie. D'autres permettent de se défendre ou d'attaquer. Qui n'a jamais rêvé de faire le ménage d'une pièce ou d'attirer un objet d'un simple coup de baguette? Mais s'il y a une thématique qui passionne les fans depuis toujours, c'est bien celle des sortilèges les plus puissants. Un sujet passionnant, mais bien plus complexe qu'il n'y paraît. Vous allez voir qu'il n'est pas si simple de classer un sortilège. C'est parti. Mention honorable. Si ce sujet peut sembler simple, il est en réalité truffé de pièges et fait souvent débat chez les fans. Comment juger des sortilèges qui ont tous un effet différent? Qu'est-ce que ça signifie vraiment, un sortilège puissant? Est-ce qu'un sortilège de destruction est forcément plus fort qu'un sortilège utilisé au quotidien? Difficile à dire. D'autant qu'il existe des actes de magie qui nécessitent l'usage de sortilèges sans qu'on sache exactement lesquels. Pour créer un Horcrux par exemple. Un sort capable d'approcher l'immortalité mériterait sans doute une place à part dans cette vidéo. Mais puisque J.K. Rowling n'a jamais donné de détails sur le sujet, il faut malheureusement faire l'impasse. Dans cette vidéo, j'ai choisi d'aborder la notion de puissance magique sous plusieurs angles, pour ne pas écarter d'autres formes de force. C'est pour cette raison que je ne parle pas du Sectum Sempra, pourtant très violent et impressionnant. Il inflige d'atroces blessures, laisse peu de chances de survie, voire des séquelles. Mais il existe des sortilèges bien plus dévastateurs dans ce domaine. C'est aussi pour cela que je n'évoque pas Bombarda Maxima ou Confringo, malgré leur redoutable efficacité. Si ces sorts vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans la vidéo sur les sortilèges qui devraient être interdits. Il y a plein de formes de magie qui méritent qu'on s'y attarde, comme le célèbre Piertotum Locomotor lancé par Minerva McGonagall pour animer les statues de Poudlard. Une magie spectaculaire, difficilement comparable, mais qui pourrait sans problème figurer parmi les plus puissantes selon votre propre perception du sujet. Bref, rien qu'avec cette introduction, on sent déjà toute la complexité du thème. Cela ne reste que mon avis, alors n'hésitez pas à le compléter avec le vôtre en commentaire. Partie 1, Stupéfix Expelliarmus. Si la violence est l'arme des faibles, ces deux sortilèges sont parmi les solutions les plus puissantes du monde magique dans un combat contre le mal. Ils permettent de neutraliser un sorcier sans mettre sa vie en danger ou salir sa propre âme. Expelliarmus d'abord, le sort signature d'Harry Potter, est tout un symbole. Il permet de désarmer un sorcier, le privant de sa baguette, son outil le plus proche, le plus essentiel à sa magie. C'est redoutable en duel, même si certains peuvent lancer des sorts sans baguette ou sans prononcer de formule. Mais cela reste utile dans la majorité des cas. Encore plus quand on sait qu'il peut aussi faire basculer l'allégeance d'une baguette. C'est comme ça que Drago Malfoy devient brièvement maître de la baguette de Suro après avoir désarmé Dumbledore. Un effet secondaire simple mais extrêmement important. Stupéfix de son côté est un sort de neutralisation plus violent mais qui n'attente pas à la vie. Il plonge la cible dans un état second proche du coma. Elle ne peut plus se battre même si elle bouge encore un peu. C'est un bon compromis mais attention à ne pas sous-estimer Stupéfix. Si quelqu'un en reçoit plusieurs, ça peut le tuer. C'est ce qui arrive presque à McGonagall dans le tome 5 attaqué par les sbires d'ombrage. Sa dangerosité dépend aussi du contexte. Lors de la bataille des 7 Potters, Harry refuse de l'utiliser sur Stan Rocade. Il sait que le sorcier est en plein vol sur un balai. Le stupéfixé reviendrait à le faire chuter dans le vide. C'est un sort à manier avec précaution. On ignore en quelle année il est enseigné à Poudlard, mais il apparaît pour la première fois dans le 4e tome, utilisé par des membres du ministère. Harry l'apprend pour la 3e tâche du tournoi des 3 sorciers, puis le transmet à l'armée de Dumbledore. Malgré sa force, il peut être bloqué par un charme du bouclier ou annulé par le sort Enervatum. Il reste aussi inefficace contre certaines créatures comme les géants ou les Letifold. Hagrid par exemple encaisse plusieurs stupéfixes sans être vraiment inquiété grâce à sa carrure de demi-géant. C'est surtout pour le symbole que je suis obligé de les placer dans cette vidéo. Ce sont les meilleures armes du camp du bien. Partie 2, Doloris. Ce n'est pas étonnant de voir le sortilège de torture dans cette sélection. L'histoire insiste sur la réputation des 3 sortilèges impardonnables. Vous avez probablement pensé à eux à la minute où vous avez vu le titre de la vidéo. Comme les deux autres, Doloris remonte au Moyen-Âge et il a fallu attendre 1717 pour qu'il soit officiellement interdit. Le fait que le monde magique soit intransigeant sur ces 3 sorts, contrairement à d'autres pourtant très dangereux, participe à cette image de puissance. Et malheureusement, on a souvent vu à quel point Doloris est atroce. Il inflige une douleur insupportable, au point que la victime supplie qu'on l'achève pour ne plus endurer ça.
Subi à répétition, il peut faire perdre l'esprit, laisser la personne dans un état végétatif. C'est ce qui est arrivé aux parents de Neville, torturés par Bellatrix et les Mange-Morts jusqu'à la folie. Mais ce n'est pas un sort qu'on lance à la légère. Il ne suffit pas d'avoir de la puissance. Il faut aussi un véritable désir de faire souffrir. Même après la mort de Sirius, Harry, plein de haine, ne parvient qu'à faire trébucher Bellatrix. A l'inverse, Voldemort ou ses Mange-Morts n'ont aucun mal à le lancer. Et une fois qu'on est touché, il n'existe aucune défense magique réelle. On peut tout au mieux l'esquiver, se cacher derrière un objet solide ou empêcher son lanceur de prononcer la formule. Mais s'il vous atteint, vous ne pouvez plus lui échapper. Certains, comme Harry ou Hermione, ont fait preuve d'un immense courage face à ces effets. On pense aussi qu'avoir déjà subi Doloris pourrait donner un peu plus de résistance par la suite. Mais dans tous les cas, ces effets sont toujours terriblement douloureux et laissent rapidement des séquelles. Doloris représente la puissance brute, bestiale, monstrueuse. C'est le franchissement d'une barrière morale dont on revient difficilement. Il est presque toujours utilisé pour punir ou pour extorquer des informations. Pourtant, même dans ce cas, il n'a pas de sens, puisque la douleur est telle que la victime n'est plus capable de parler de façon cohérente. C'est une arme de terreur brutale qui marque le moment où la cruauté prend le dessus sur la raison. Partie 3, le Patronus. Heureusement, il existe des magies tout aussi puissantes pour combattre les forces du mal. C'est dans le 3e roman que l'on découvre le sortilège du Patronus pour la première fois lorsque Harry a besoin d'aide pour affronter les détraqueurs. C'est l'un des sortilèges défensifs les plus célèbres et les plus puissants du monde des sorciers. Très difficile à réaliser, il incarne une forme positive, chargée d'énergie, qui protège son lanceur des attaques. Pour le réussir, il faut savoir contrôler ses émotions, se concentrer sur un souvenir particulièrement heureux et prononcer la formule. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui, bien au contraire. C'est une magie avancée bien au-dessus du niveau requis pour les examens de dernière année à Poudlard. Une grande partie des sorciers, même adultes, sont incapables d'en produire un. Pourtant, c'est une magie très ancienne, qui existe depuis l'Antiquité, souvent associée à ceux qui se battent pour de nobles causes. Il existe deux formes de Patronus. La première, incorporelle, apparaît sous forme de vapeur ou de fumée. Bien moins puissante, elle peut néanmoins s'avérer utile. C'est souvent le maximum que peut produire un sorcier s'étant intéressé au sujet. Ce n'est pas une protection extraordinaire, mais c'est toujours mieux que rien. La deuxième forme, le Patronus corporel, est bien plus puissante et offre une protection efficace contre les forces du mal. C'est celle qu'on voit le plus souvent dans la saga. Harry parvient à en produire un dès la fin de sa 3e année. Ce Patronus prend la forme d'un animal ayant un lien profond avec son lanceur. Pour Harry, par exemple, il prend la forme d'un cerf, puisque son père James, l'animagus, avait la capacité de se transformer en cerf. Le Patronus représente une force intérieure, cachée, mais essentielle à la personnalité de son lanceur. Dans les moments de détresse, c'est cette puissance intime qui se manifeste pour le défendre. C'est une magie magnifique, mon sortilège préféré. D'ailleurs, la forme de l'animal importe peu. Un Patronus en forme de cerf ou de lion est tout aussi puissant qu'un chien ou une loutre. L'un des plus puissants jamais connus dans l'histoire du monde magique avait d'ailleurs la forme d'une souris. Mais la puissance du Patronus ne s'arrête pas à la protection. Albus Dumbledore a aussi développé un moyen de les utiliser pour communiquer. À plusieurs reprises, des sorciers ont réussi à envoyer leur Patronus comme messager. L'exemple le plus célèbre reste la biche argentée envoyée par Severus Rogue pour guider Harry jusqu'à l'épée. Partie 4, Imperium, Oubliette ou Legilimens. Dans cette partie, je regroupe plusieurs sortilèges capables de s'attaquer à l'esprit humain, à la mémoire ou à l'âme. Si je ne devais en garder qu'un, ce serait évidemment l'Imperium, l'un des sortilèges impardonnables qui permet de prendre le contrôle total de quelqu'un. Sa puissance semble illimitée puisqu'il agit directement contre la conscience, la volonté, le libre arbitre. Le lanceur peut manipuler les gestes, les paroles, les actions de sa victime. Il peut la pousser à tuer, à trahir ou même à se suicider. Et ce, sur le long terme. On peut la lancer sur des semaines, des mois pendant lesquels la personne reste prisonnière d'un ordre qu'elle n'a jamais donné. Plus impressionnant encore, l'Imperium peut forcer quelqu'un à dépasser ses propres limites, développer une force physique inhabituelle ou accéder à des compétences normalement hors de portée. Et surtout, il peut se propager. On peut forcer une victime à placer une autre personne sous Imperium. Mais mal exécuté, ce sort peut aussi laisser des séquelles durables sur l'esprit de sa victime. Il reste toutefois possible d'y résister, à condition d'avoir une volonté forte et beaucoup de caractère. Harry y parvient très tôt et d'autres personnages s'en libèrent aussi, souvent dans la douleur, comme Barty Croughton Senior. L'Imperium n'est pas tout puissant pour autant. Il ne permet pas de forcer quelqu'un à trahir un secret protégé par le sortilège Fidelitas par exemple. Et si la victime sait consciemment que ce qu'on lui demande est impossible, elle peut résister. Une attaque violente ou un choc émotionnel peut également briser le sort, comme dans le cas de Katie Bell. Dans la même catégorie, on retrouve Oubliette et Legilimens. Le premier efface la mémoire d'une victime. Avoir la capacité de supprimer un morceau de la vie d'un être humain de son esprit, c'est une puissance folle.
Il est parfois possible de récupérer un souvenir effacé, mais cela demande des capacités magiques très élevées. On peut donc dire qu'Oubliette n'efface pas vraiment un souvenir, mais rend simplement son propriétaire incapable de s'en rappeler, ce qui n'en est pas moins impressionnant. Legilimens, lui, permet de lire dans les pensées d'une personne, de briser ses barrières mentales. On sait que la Legilimancy, comme sa protection l'Occlumency, est une magie difficile, réservée à peu de sorciers, et qu'il y a plusieurs niveaux de maîtrise, puisque certains, comme Voldemort, Dumbledore ou Rogue, semblent capables de bien plus que d'autres pratiquants. C'est cette capacité à agir sur l'esprit humain qui place Legilimens dans cette sélection. Peut-être que je nous surestime, mais c'est un type de magie bien plus dévastateur que beaucoup d'attaques physiques. Partie 5, Avada Kedavra. Le dernier des sortilèges impardonnables, le plus terrible de tous, Avada Kedavra qui provoque la mort instantanément. Difficile à évaluer en réalité, car il est très mis en avant dans l'intrigue. C'est le sort ultime des forces du mal, l'arme de Voldemort à laquelle on n'échappe pas, à moins d'être Harry Potter. Le fait qu'une seule personne dans toute l'histoire ait survécu à ce sort en fait un événement exceptionnel. Il faut d'ailleurs une grande puissance magique et une volonté sincère de tuer pour le lancer. Tous les sorciers n'en sont pas capables. Il est réputé pour être impossible à éviter. Il traverse le charme du bouclier, qui est généralement l'une des armes de défense les plus utilisées par les sorciers. Ce qui peut expliquer cette réputation, mais si vous esquivez le jet de lumière, il ne vous arrivera rien. Même chose si vous parvenez à mettre un objet physique entre vous et le jet de lumière. Il se passe également la même chose si vous parvenez à lancer un sort sur le jet de lumière verte, mais cela demande une précision et une rapidité hors du commun. On peut aussi citer le Priori Incantatum, qui ne fonctionne que si les deux baguettes utilisées ont le même cœur. Lorsque cela se produit, le sortilège de mort est relié au sortilège qui est en face de lui et n'atteint pas sa victime. Cela dit, Avada Kedavra reste l'un des sortilèges les plus puissants de la saga par sa force presque divine. Il prend la vie sans douleur, sans laisser de traces sur le corps. Les médecins moldus les plus chevronnés seraient incapables de savoir ce qu'il s'est passé face au corps de quelqu'un tué par Avada Kedavra. La seule façon d'y échapper en étant touché par le sortilège est la magie provoquée par un sacrifice d'amour pur. C'est ce qui se produit lorsque Lily Potter donne sa vie pour sauver son fils. On peut aussi penser que la création d'un Horcrux est un moyen de contourner son effet. Mais avec du recul, est-ce que tuer rend forcément un sort plus puissant? Comme on l'a déjà vu, la magie peut aussi protéger, transformer, dépasser les limites de l'humain. Comparé à d'autres, Avada Kedavra est impressionnant, mais reste limité. Il ne peut toucher qu'un sorcier à la fois. Et frapper quelqu'un avec un éclair vert est plus difficile que de le piéger avec des flammes géantes par exemple. D'autres options que nous allons découvrir très vite peuvent tuer à grande échelle, ravager des lieux entiers, en laissant que très peu de chances de survie à ses victimes. Avada Kedavra doit beaucoup à sa réputation et à son aura de peur. Mais sa puissance mérite d'être mise en perspective. Il reste néanmoins un sort mythique de la saga Harry Potter et forcément parmi les plus puissants qui existent. Partie 6, le feu démon. Impossible de parler de puissance sans évoquer un sortilège bien bourrin et dévastateur. J'ai donc choisi une magie noire parmi les plus impressionnantes de la saga, le feu démon. Comme pour les sortilèges impardonnables, J.K. Rowling insiste sur son caractère à part. Ce feu magique génère d'immenses flammes capables de tout réduire en cendres. C'est un feu qui se propage à une vitesse folle, prenant des formes terrifiantes. Serpents, chimères, dragons, pour traquer ses cibles. C'est ce que déclenche Goyle dans le dernier film, dans la salle sur demande, ce qui conduit à sa destruction. Il faut beaucoup de puissance, une concentration intense et une grande habileté pour être capable de le maîtriser. Nombreux sont ceux qui s'y brûlent, parfois littéralement. Le feu démon est tellement puissant que c'est l'une des rares substances capables de détruire un Horcrux. C'est comme cela qu'est détruit pour de bon le diadème de Serre d'Aigle. C'est une forme de magie vicieuse, qui a l'air d'être animée par une volonté propre, tant elle cherche à atteindre tout ce qui bouge, comme si elle avait soif de destruction. Un désir de détruire le plus de choses ou d'être vivant possible. On ne peut évidemment pas l'arrêter avec de l'eau, même provoquée par magie. À vrai dire, on ne sait même pas comment l'arrêter une fois lancé. Dans les films, il y a plusieurs moments où un feu démon pourrait avoir été utilisé sans que ce soit précisé, comme à l'arrivée de l'école d'Armstrong où un élève invoque un feu en forme d'animal, ou lors de la scène de la caverne, le feu lancé par Dumbledore pour repousser les Inferi est si massif qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un feu démon. Mais Dumbledore semble en avoir une maîtrise parfaite, visant précisément ses cibles tout en épargnant Harry. Mais c'est peut-être juste Dumbledore qui est tellement puissant qu'il domine le feu démon. En tout cas, dans les archives, ce sortilège a sa propre fiche et cela suppose que c'est une autre forme de magie, mais qui méritait d'être mentionnée. Mention spéciale aussi pour le Protego Diabolica, lancé par Grindelwald dans le second volet des Animaux Fantastiques. Il ressemble énormément au feu démon, mêmes effets destructeurs, même feu magique vivant. Mais Grindelwald a bien plus de contrôle sur lui. Différence majeure, il peut décider de qui est attaqué ou non par les flammes. Il s'en sert pour tester ses partisans. Les fidèles sont épargnés, les autres sont réduits en poussière. Le Protego Diabolica aurait pu anéantir Paris
Harry sans l'intervention de sorciers de haut niveau. Il est donc potentiellement encore plus puissant que le feu démon. Ce sont deux exemples parfaits de magie noire à très grande échelle, capables de ravager un lieu entier en quelques secondes. Des sorts dévastateurs, meurtriers, qui méritent largement leur place ici. Partie 7, le sortilège de Fidelitas. Évoqué tout à l'heure, ce sortilège nous permet d'aborder une magie qui dépasse les capacités individuelles d'un sorcier. Une magie qui agit sur la réalité elle-même, un peu comme le Felix Felicis qui semble bouger le destin de celui qui en boit. Fidelitas, lui, agit à grande échelle, sur une situation particulière. Il permet de dissimuler un secret dans l'âme d'un gardien, qui devient le seul à pouvoir le révéler. On l'utilise souvent pour cacher une personne ou un lieu, les rendre totalement invisibles à ceux qui ignorent le secret. C'est ce sort qui protège Lily et James Potter avant que Pettigrew ne les trahisse. C'est lui aussi qui empêche les intrus d'atteindre le 12 Square Grimaud ou la chaumière au coquillage. C'est une protection presque absolue. Aucun sortilège ne peut la briser. Si Pettigrew n'avait pas vendu les Potter, Voldemort aurait pu se rendre sur le lieu exact de la maison de James et Lily, il serait resté invisible à ses yeux. Il n'aurait eu aucun moyen, malgré toute sa puissance, de les atteindre. Une habitation protégée par Fidelitas devient incartable, inaccessible, même au plus puissant des sorciers. Et même sous Imperium, le gardien ne peut être forcé à révéler quoi que ce soit. Cette magie surpasse le Veritaserum, la Legilimency et Doloris. Même le sortilège du tabou, placé sur le nom de Voldemort et qui permet de localiser instantanément quelqu'un qui le prononce, est limité par le Fidelitas. À plusieurs reprises, au 12 Square Grimaud, Harry et Hermione prononcent le nom de Voldemort, ce qui alerte les Mange-Morts et les emmène jusqu'à eux. Mais ils se retrouvent face au 12 Square Grimaud sans pouvoir le voir ou l'atteindre. Encore plus fort, si le gardien partage le secret avec quelqu'un, cette personne ne peut pas le transmettre à son tour, même si elle le souhaite. Cependant, si le gardien du secret meurt, ce sont toutes les personnes à qui il a divulgué le secret qui prennent ce rôle automatiquement. C'est l'un des enchantements les plus anciens et les plus complexes de la saga. Dans le même esprit, on peut citer d'autres magies qui nécessitent des sortilèges tout aussi puissants, comme le serment inviolable. Lui aussi dépasse les limites de la magie conventionnelle. C'est un pacte entre deux personnes qu'on ne peut trahir sous peine de mourir. C'est celui que passe Severus Rogue avec Narcissa, jurant de protéger Drago et d'accomplir sa mission si nécessaire. Aucun retour en arrière possible, si l'engagement n'est pas respecté, la mort est immédiate. Autre exemple, peut-être encore plus marquant, la fameuse magie protectrice de Lily Potter. Dumbledore le rappelle sans cesse, c'est l'amour qui a sauvé Harry, et c'est l'amour qui a mis Voldemort en échec à plusieurs reprises. Mais c'est de l'ancienne magie, ça a l'air d'être quelque chose fait inconsciemment par Lily via son sacrifice, plus qu'un sortilège que l'on pourrait identifier. Alors, qu'en pensez-vous? Quel est, selon vous, le sortilège le plus puissant de la saga Harry Potter? Rendez-vous en commentaire pour en débattre. Et si vous aimez le monde des sorciers, on se retrouve dans une autre vidéo 100% magie, 100% Harry Potter. Mais fait accompli.